Merci beaucoup Béatrice, messieurs les élus, mesdames, messieurs, chers collègues, chers amis. C'est un grand honneur qui m'est fait devant vous ce matin d'aborder ces problématiques liées à la robustesse des villes par rapport aux situations de catastrophes naturelles et à la résilience de nos systèmes essentiels à la vie, que ce soit l'eau potable, l'assainissement, la collecte et le traitement des déchets, mais également, bien évidemment, l'énergie. Sans énergie, nous ne faisons pas d'eau, nous ne faisons pas d'assainissement. Irma, Harvey, pour l'année 2017, avant eux, Katrina, Sandy, sont autant de prénoms synonymes de dévastation qui montrent le besoin impérieux pour les opérateurs de réseaux essentiels à la vie, ainsi que pour les gestionnaires de sites industriels dangereux, de mieux se préparer à gérer ces ruptures majeures de continuité d'activité. Changement climatique oblige, il va falloir malheureusement s'adapter à ces crises hors cadre. Crises hors cadre qui peuvent faire naître des phénomènes extrêmement orageux comme ceux que nous subissons actuellement sur la métropole, des phénomènes de pluviométrie diluvienne comme ceux qui ont touché les Alpes-Maritimes en octobre 2015, des phénomènes de submersion marine sur la côte atlantique. J'ai en mémoire ce qui s'est passé en février 2010 avec la tempête Xynthia. Mais également, plus près de nous, du moins en région parisienne, les inondations de mai-juin 2016, et notamment des phénomènes que nous avons redécouverts, à savoir les phénomènes de remontée de nappe. Donc il va falloir malheureusement rendre l'espace urbain plus robuste, plus résilient, comme le diraient les anglo-saxons. Je reviens juste sur l'acception de ce terme résilience, qui nous vient en fait de travaux d'une prestigieuse équipe du MIT, commencée à la fin des années 90, publiée au début des années 2000. Et cette équipe s'est penchée sur la manière dont les grandes villes ayant subi des catastrophes s'étaient mises à reconstruire. À l'époque, ils avaient étudié les conséquences en matière d'aménagement urbain du tremblement de terre de Mexico en 1986, les conséquences des grands feux de forêts urbains, notamment en Californie, et bien sûr les expériences japonaises en la matière. Donc en matière de réponse aux phénomènes violents, il va falloir des stratégies d'adaptation, et vous en êtes toutes et tous convaincus, stratégies d'adaptation qui vont devoir cumuler à la fois des barrières dures, des digues par exemple, des moyens de pompage fixes, et des barrières douces, en utilisant la nature comme élément de réponse. Et moi, je suis très intéressé de voir la manière dont les sociétés de conseil, d'ingénierie conseil néerlandaises, aujourd'hui, se mettent au chevet des grandes villes touchées par des catastrophes naturelles. Je pense notamment aux grandes villes thaïlandaises, aux grandes villes indonésiennes, et bien sûr aux États-Unis. Et de voir que cette expérience issue des Pays-Bas, ça ne s'invente pas, et notamment des grandes inondations qui ont frappé ce pays dans les années 50-60, a permis de faire éclore une ingénierie de la résilience, de la robustesse des installations. Autre phénomène tout à fait intéressant à étudier, c'est les conséquences de la tempête Sandy qui a touché la côte est des États-Unis. La plus grosse catastrophe à l'échelle américaine et à l'échelle, après Fukushima, à l'échelle mondiale, 66 milliards de dégâts, de dommages. Et aujourd'hui, Manhattan, la côte est des États-Unis au sens large, sont devenus un laboratoire d'expérimentation pour réintroduire des parcs éponges, des cultures huîtrières en baie d'Hudson afin de casser les vagues, tous les phénomènes de chaussées absorbantes, y compris des bétons absorbants, comme par exemple le béton Lafarge Hydromédia, un produit suffisamment drainant pour être tout à fait intéressant en matière de gestion des eaux pluviales. Plus près de nous, j'en ai parlé tout à l'heure en phase introductive, les inondations de la région parisienne en mai-juin 2016 nous ont permis de redécouvrir que nous étions éminemment vulnérables en raison des remontées de nappe, d'autant plus vulnérables que les sous-sols parisiens, les sous-sols des grandes villes aujourd'hui, ont des moyens de pompage, de rabattement de nappe. Et donc, en cas de rupture d'alimentation électrique, on redécouvre qu'une nappe remonte très très rapidement. Et qu'un certain nombre de bâtiments très très éloignés des cours d'eau sont malheureusement inondés par leur sous-sol. Et donc, dans ce domaine, il va falloir se réapproprier les sous-sols, il va falloir pouvoir gérer ces impacts d'aléas directs par du traitement de signaux en temps réel, par des capteurs divers et variés, et donc laisser émerger un certain nombre de technologies et de techniques pour permettre de réduire la vulnérabilité de nos infrastructures. Alors, pour revenir aux conséquences de grandes tempêtes aux États-Unis, il est tout à fait intéressant que la communauté du showbiz, par exemple, se mobilise pour pouvoir créer de l'habitat plus robuste, plus durable. J'en veux pour exemple Brad Pitt, par exemple, qui au lendemain des grandes tempêtes
Katrina, qui ont dévasté la Nouvelle-Orléans, puisque 80% de cette ville était inondée, eh bien, a choisi, à travers un programme qui s'appelle Make It Right, de faire émerger des habitats individuels sur pilotis, pouvant résister à des tempêtes, puisque les toitures sont en Kevlar, autonomes en énergie, grâce au solaire, grâce à l'éolien, en tout cas permettre de revivre dans ces zones complètement dévastées. Autre illustration, Lady Gaga, par exemple, bien connue dans le monde de la pop music, aux États-Unis tout au moins, a signé un partenariat avec la Federal Emergency Management Agency, donc qui gère la réponse américaine aux situations de catastrophe, pour qu'en cas de crise majeure, son réseau social, où elle a des centaines de milliers, voire de millions de followers, puisse diffuser de bons messages sur les attitudes à avoir en cas de crise. Donc, on voit bien qu'en matière d'évolution de la ville, des stratégies d'adaptation sont possibles, mais elles vont prendre du temps, elles vont être coûteuses. Par contre, il est un gain immédiat qui est celui qui doit parler aux opérateurs que nous sommes, qui est celui de la préparation des opérateurs de réseaux essentiels à la vie à mieux gérer des crises majeures impactant leur système. Dans ce domaine, il est évident qu'il faut aller vers une meilleure connaissance des impacts aléas sur nos systèmes, aléas directs et indirects. Aléas directs, nous en avons parlé, submersion, remontée de nappe, surcharge des réseaux d'eau usée, débordement. Mieux connaître les impacts de ces aléas sur nos installations électriques, sur nos stocks de réactifs, m'apparaît essentiel. Mieux connaître également les aléas indirects, puisqu'une rupture d'alimentation électrique a des conséquences immédiates sur nos installations. Au-delà de ça, au-delà de la connaissance des aléas directs et indirects, il va falloir mieux se préparer à protéger nos systèmes. Nos systèmes vitaux, on ne peut pas tout protéger en matière d'eau potable et d'assainissement, mais protéger l'essentiel, de façon à mettre en sécurité nos usines, à mettre en sécurité nos diverses stations, de façon à permettre un redémarrage le plus rapidement possible de l'activité, une fois que les événements sont passés. Ensuite, je pense très sincèrement que des épisodes comme, par exemple, les pollutions occasionnées suite à des inondations doivent nous parler pour améliorer des plans de continuité et de secours en matière de pollution-ressources. La pollution-ressources n'est pas qu'accidentelle, elle peut être intentionnelle et elle peut être consécutive à une inondation majeure. La ville de Nemours, par exemple, qui a connu une crue centenale du Loing en mai 2016, a évidemment été très touchée par l'inondation, mais encore plus par le phénomène de pollution qui s'en est suivi. Donc dans ce domaine, à l'évidence, il va falloir que nous soyons beaucoup plus réactifs, nous, professionnels de réseaux essentiels à la vie. Ensuite, il faut pouvoir se placer dans un cadre qui est celui de la loi. Je rappelle à toutes et à tous qu'il y a, par exemple, une loi de 2004, qui est la loi de modernisation de la sécurité civile, qui, je cite, invite par son article 6 les exploitants d'un service destiné au public, qu'il soit d'assainissement, de production ou distribution d'eau pour la consommation humaine, d'électricité ou de gaz, à mettre en œuvre des mesures nécessaires au maintien de la satisfaction des besoins prioritaires de la population lors des situations de crise. Donc dans ce domaine, à l'évidence, c'est prévenir les conséquences dommageables portant sur les installations, nous venons d'en parler, mais c'est également avertir les autorités, appeler au secours, si je puis dire, et surtout s'impliquer dans les dispositifs Orsec. Et là, la profession a, je pense, une excellente opportunité de travailler au contact des préfectures, au contact des zones de défense, dès lors que, juste avant de prendre leur congé de l'été 2007, les préfets de département ont reçu une lettre signée par le directeur général de la Santé et par le directeur général de la Sécurité civile et des crises, les invitant avant le 31-12-2020 à travailler sur un plan Orsec eau potable pour réfléchir aux thématiques d'ultime secours en eau des populations et également, et bien évidemment et surtout, des clients sensibles, que sont des clients sensibles pour raisons sanitaires, les hôpitaux, les centres de dialyse, comme pour des raisons sécuritaires ou économiques, comme des sites industriels. Enfin, je vais terminer, pour celles et ceux qui me connaissent, par vous parler de sujets de malveillance, et je salue du reste les travaux de l'ASTE dans le domaine, puisque l'ASTE a permis de faire émerger un guide en novembre 2007 sur la protection physique des installations d'eau potable vis-à-vis des actes de malveillance. Alors, on va pas parler du contexte sécuritaire, malheureusement, qui frappe notre pays depuis 5 ans environ, et au sens large, l'Europe et l'Occident. Mais il faut savoir que quand une crise majeure survient,
la malveillance en profite. La malveillance en profite, une inondation, par exemple, majeure en région parisienne, obligerait l'État à déclencher le plan Neptune. Le plan Neptune, c'est une mise à disposition de moyens militaires pour pouvoir aider les populations, les clients sensibles, à gérer cet événement. Mais c'est une mise à disposition de moyens militaires pour pouvoir aussi gérer des problématiques de maintien de l'ordre, de lutte contre les pillages. Et on a vu, je sais que la personne qui va me succéder va vous parler d'Irma. Irma, ça a été aussi beaucoup de pillages. Donc il faut savoir que la malveillance profite malheureusement des situations de catastrophes graves nées de phénomènes climatiques d'exception. La cybermalveillance aussi en profite. Les dernières inondations en région parisienne ont montré, comme par hasard, qu'un certain nombre de systèmes d'information essentiels ont fait l'objet de tentatives de compromission. Pourquoi ? Parce que effectivement, les organisations sont accaparées à gérer une crise majeure due à un événement naturel et malheureusement se retrouvent à gérer des problématiques aussi de protection des systèmes d'information corporate comme des systèmes d'information métiers. Donc un certain nombre de personnes dans cette salle travaillent à la déclinaison de la loi de programmation militaire, puisqu'elles sont opérateurs d'importance vitale, et c'est d'autant plus essentiel de le faire pour gérer des problématiques de cybermalveillance classiques, comme des problématiques de cybersécurité pendant de grandes crises naturelles. Enfin, je vais terminer mon propos en vous parlant que le changement climatique peut être brutal, mais peut être diffus et permanent. Et j'en veux pour preuve un phénomène nouveau que nous avons à gérer, et je salue l'implication de notre président Christophe Perrault sur cette thématique, c'est les ouvertures sauvages de bornes et poteaux incendies. Voilà un phénomène qui frappe les grandes villes françaises, essentiellement depuis 2015. Tout est parti d'Aubervilliers. Et nous découvrons la réalité de ce phénomène qui est causé par des étés caniculaires, qui est causé énormément par des problématiques d'incivilité, puisqu'on ouvre des poteaux incendies comme on brûle des voitures un 14 juillet ou un 31 décembre. Mais dans les faits, pour la profession, c'est un véritable problème dû à des casses majeures, à des inondations majeures, à des problématiques de baisse de pression, d'impossibilité de défendre des quartiers entiers si un incendie survenait. Et donc là aussi, il va falloir que la profession puisse se préparer à mieux répondre avant l'été, maintenant même avant les printemps, à la gestion de ce type d'événements d'exception qui nécessitent des plans de continuité et de secours, je le crois, vraiment dédiés à la gestion de ce type de phénomène. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Franck. Le propos, c'est plus particulièrement sur Saint-Barthélemy. Donc Saint-Barthélemy, on est dans les Caraïbes. Les Caraïbes, forcément, ça fait rêver. C'est des lieux de destination de vacances et de tourisme. Mais c'est aussi une île qui va avoir ses déchets. Donc Saint-Barthélemy, c'est 10 000 habitants et il faut traiter à peu près sur l'île 20 000 tonnes de déchets. Et je vous invite à retenir ce chiffre de 20 000 tonnes qu'il faut traiter normalement, annuellement. Donc en 1999, Thiru construit une usine d'incinération de déchets. Cette usine, c'est la troisième. Pourquoi la troisième ? Simplement parce que les deux premières ont été emportées par des cyclones. Et donc nous, on essaye de faire la troisième. Donc le cahier des charges il est assez simple. L'usine, elle doit être antisismique, elle doit être anticyclonique. Anticyclonique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire résister à des vents de 350 km/h. Donc, et sur cette île, où forcément on va essayer de trouver une autonomie, on va traiter des déchets, on va incinérer 10 000 tonnes de déchets, on va faire de la vapeur, et cette vapeur, on va la donner à une usine de dessalement d'eau de mer qui va faire de l'eau potable, et cette eau potable va satisfaire à peu près les 3/4 de la consommation de l'île. Donc on a vraiment des déchets locaux qui, localement, vont faire de l'eau, là encore, utilisée localement, et on va éviter de faire venir du fioul pour des chaudières qui feraient l'équivalent de cette usine d'incinération. Alors, comment est-ce qu'on se prépare à un cyclone ? Puisque un cyclone, on sait quand il arrive, les cyclones naissent aux environs du Cap-Vert, et on est le 6 juin aujourd'hui.
la saison cyclonique a démarré le 1er juin. Donc depuis le 1er juin, les habitants de Saint-Barthélemy, ils regardent sur des sites dédiés comment apparaissent les cyclones, comment ils traversent l'Atlantique et les possibilités, les occurrences, les probabilités qu'ils ont de venir sur l'île. Et là, on va se préparer. C'est-à-dire que si un cyclone peut arriver sur l'île, à ce moment-là, la collectivité, localement, va déclencher une première cellule qui va préparer tout simplement l'île. Et nous, en tant qu'opérateurs de déchets sur l'île, on est à l'intérieur de cette cellule. Forcément, il va y avoir EDF pour l'électricité, il va y avoir l'hôpital, il va y avoir la gendarmerie, il va y avoir les pompiers, il va y avoir nos confrères de Veolia qui exploitent l'usine de dessalement d'eau de mer. Et on se prépare donc à ce cyclone. Et ce cyclone, cette cellule va déclencher des niveaux d'alerte de différentes couleurs où on est simplement en alerte, on se prépare, jusqu'à l'alerte violette, où là, on est en confinement total. On a su maintenir en état de fonctionnement le site d'incinération de déchets. Et on a su ouvrir un deuxième site de secours, et c'est ça une des expériences qu'on retire. On a su mettre en place un site de secours pour traiter l'afflux des déchets sur lequel on pouvait avoir du temps, parce qu'il n'était pas putrescible, donc il n'était pas source de maladie. Le cyclone a frappé le 6 septembre. 2 jours après, EDF était capable de remettre de l'électricité. Nous sommes prioritaires, donc nous étions capables de redémarrer l'installation. Nous étions donc capables de reproduire de l'énergie. Et donc, l'usine de dessalement d'eau de mer était capable de reproduire de l'eau potable. Donc, 2 jours après, l'île de Saint-Barthélemy pouvait bénéficier de nouveau d'électricité pour ses infrastructures les plus primordiales. Après, tout le reste de l'île n'avait pas d'électricité. Il y a certaines personnes sur l'île qui ont attendu plus d'1 mois avant d'avoir de l'électricité. Mais 2 jours après, nous étions capables de redémarrer. Mais 2 jours après, qu'est-ce qui se passait? Parce qu'on parle de Irma, 2 jours après, c'était José, et après José, ce qui est un autre cyclone, et après José, c'était Maria, donc encore un troisième cyclone qui a affecté l'île. Donc, et là, je ne vous parle que de l'île de Saint-Barthélemy, et on sait que l'île de Saint-Martin à côté a été beaucoup plus durement affectée. Mais c'est ces 3 cyclones qui ont affecté très durement l'île. Donc, maintenant, si on regarde un petit peu comment est-ce qu'on s'en est sorti, notre retour d'expérience, on a su ne pas engorger notre outil de traitement de déchets ménagers, on a su mettre en place cette deuxième installation. Les barges nous ont permis d'évacuer les autres déchets vers des îles avoisinantes qui avaient des centres d'enfouissement technique qui étaient capables de porter secours. Et ce qui fait que l'installation a permis de gérer cette crise. Pour autant, aujourd'hui, on est au mois de juin et on continue toujours à évacuer des déchets qui sont liés à Irma. Alors, je voudrais revenir sur l'humain, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, 3 heures du matin, un SMS qui dit la guerre atomique va commencer. Ça veut dire que derrière, il faut agir très vite. Alors, c'est des cellules de crise qui sont mises en place à l'intérieur de Tiru, forcément, à l'intérieur de Dalkia, à l'intérieur du groupe EDF. C'est des cellules de crise qui vont se réunir toutes les 8 heures et qui vont faire le lien avec l'île de façon très rythmée. Parce que quand sur l'île, il n'y a plus d'électricité, ça veut dire que très rapidement, on peut pas, on n'a plus non plus de téléphone, ou alors on va se retrouver à avoir une zone sur l'île qui a le téléphone. Quelquefois, c'est miraculeux, mais c'est comme ça. Et on va convenir de points téléphoniques réguliers pour mettre en place l'après-cyclone. Quels sont les moyens que nécessite l'équipe sur place? Quels sont les moyens humains? Quels sont les moyens techniques?
En même temps que ces moyens techniques et humains, on met en place très rapidement une cellule de soutien psychologique pour aider les salariés qui sont sur place. Donc, on va pouvoir sur cette île aussi compter sur une réaction formidable des salariés, parce que forcément, nous, on se dit qu'il faut redémarrer les infrastructures. Mais eux, chez eux, ils ont aussi leur maison, ils ont aussi leur famille, maison et famille, qui ont été durement touchées. Donc il faut pouvoir dire aux salariés, est-ce que vous êtes en mesure de travailler sur le site ? Est-ce que vous avez des dégâts sur lesquels vous avez besoin d'aide de la société ? Est-ce que, au niveau de votre famille, vous pouvez consacrer du temps à la fois à votre famille et à la fois sur le site ? Donc tout ça, c'est des discussions, des choses qu'il faut mettre en place avec les salariés, parce que forcément, sans l'humain, on ne redémarre aucune installation. Et donc, ils ne sont pas là, ils sont là au travers de ce film, mais moi je ne peux que saluer la formidable réaction de nos salariés pour à la fois gérer leurs problèmes chez eux et en même temps se rendre disponibles pour avoir en même temps une notion très haute et très forte du service public, du service au public, et de pouvoir redémarrer ces infrastructures. Ça amène d'ailleurs une autre gestion qu'il faut avoir, c'est que ces salariés, à un moment donné, ils vont avoir envie que tout redémarre, parce que si l'île s'écroule, si l'activité économique de l'île s'écroule, parce que on ne peut pas redémarrer, ça veut dire aussi que c'est leur quotidien, c'est leur existence même sur l'île qui est mise en danger. Donc ils vont se démener comme des diables pour pouvoir redémarrer. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le risque d'accident du salarié sur son lieu de travail est énorme. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est à gérer, parce qu'un salarié qui est accidenté, forcément, c'est une conséquence pour lui personnelle qui est énorme, mais c'est en même temps un salarié derrière qui ne peut pas continuer à rendre le service sur lequel on l'attend. Le premier retour d'expérience, c'est qu'au niveau des procédures, on peut être prêt rapidement. Très rapidement, on peut mettre en place des procédures. Très rapidement, comment on peut mettre en sécurité. On sait comment mettre en sécurité une usine. On le voit, elle a résisté. Par contre, au niveau de l'humain, le travail reste long. Parce qu'il faut pouvoir se dire, après le cyclone, comment je m'assure que tous les salariés sont vivants, tout simplement vivants. Comment est-ce que je vais pouvoir les aider à se remettre debout? Comment est-ce que la société va pouvoir les aider à se remettre debout? Et du coup, s'ils sont debout, comment on va pouvoir ensemble redémarrer cette installation? Donc c'est sur ce côté humain que nous, on sait que le travail doit se faire le plus possible. Et au-delà du renforcement des moyens de communication, au-delà du renforcement des outils, au-delà des renforcements des procédures de protection de l'installation. Voilà un peu le retour d'expérience. Je vous remercie de votre attention.